Nous ne pouvons que remercier Xavier Guilbert pour ce tour d'horizon très complet qui ouvre évidemment sur l'ensemble des discussions de l'après-midi, et surtout les deux premières, la table ronde des éditeurs, éditrices, et la table ronde des auteurs et autrices. Éditer la bande dessinée, c'est volontairement un titre très large, avec trois intervenants. Christelle Hollance, qui est directrice générale des éditions Lombard et Kana. Donc ici le volet Lombard et ici le volet Kana, donc création francophone et achat de droits. Benoît Mouchard, qui accompagne la bande dessinée depuis très longtemps, puisqu'il a été journaliste, radio dans sa jeunesse, il a été directeur artistique du Festival d'Angoulême, il est auteur et spécialiste de bande dessinée francophone classique, et il est directeur éditorial de Casterman Bande Dessinée. Donc, parcours assez divers, et Serge Evenchik, qui représente ici l'édition dite indépendante ou alternative. Finalement, le SEA a choisi le mot d'alternatif qui est peut-être plus juste, car après tout, gros éditeurs ou petits, nous sommes tous dépendants de quelque chose et d'abord du public. Mais le parcours de Serge et des éditions ça et là est assez exemplaire, d'abord pour le fait qu'il a toujours joué la transparence dans les chiffres qu'il communique régulièrement sur les succès et les méventes. C'est une transparence qu'on pourrait souhaiter un petit peu dans tout le monde de l'édition. Et puis aussi par le fait assez unique d'avoir été récompensé 2 années de suite par le Fauve d'Or à Angoulême, Écoute Jolie Marcia et La couleur des choses, déjà cité plusieurs fois. Donc nous allons essayer, évidemment, dans le petit moment qui nous est imparti, que chacun ne parle pas pour sa chapelle, même s'il s'appuiera sur son expérience, et qu'on essaye d'échanger librement sur les forces et les dangers, les menaces peut-être, qui peuvent peser aujourd'hui sur l'édition de bande dessinée. Je vais passer la parole en premier lieu à Benoît Mouchard, en tant qu'observateur du milieu, peut-être pour nous situer ce qui t'apparaît quelques minutes, comme les évolutions majeures de l'édition de bande dessinée. La première évolution, c'est sans doute la chance d'être ici aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à fréquenter professionnellement le milieu de la bande dessinée assez jeune, il y a une trentaine d'années. Donc j'étais même encore au lycée et ensuite étudiant. Et aimer la bande dessinée était tout de même une bizarrerie. C'était une chose... soit on était un enfant attardé, soit on s'intéressait à des choses qui ne concernaient pas directement sa propre génération, ou bien on faisait partie d'une sorte de minorité culturelle qui effectivement s'intéressait aux livres de l'association, aux éditions Cornelius, à Ego Comics, etc. Donc aujourd'hui, il me semble que, je le vois d'ailleurs même dans mon entourage, il y a quelques années, parler de bande dessinée n'était pas vraiment un sujet très partagé en famille, entre amis. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec le succès du Monde sans fin, il n'est pas rare d'entendre des personnes qui ne sont pas forcément des fans de bande dessinée parler de bande dessinée. Donc ça, je pense que c'est une évolution majeure qui rejoint des observations que Xavier Guilbert a un petit peu présentées. Ensuite, éditer la bande dessinée aujourd'hui est évidemment très différent d'il y a, disons, 30 ans. Il y a 30 ans, ça Xavier Guilbert ne l'a pas dit, mais le livre hebdo pouvait titrer la bande dessinée Lanterne rouge de l'édition. Donc il y a eu évidemment la bande dessinée comme l'édition, comme d'autres formes culturelles, ne s'extrait pas des rapports marchands. Donc il faut évidemment trouver des modèles économiques pour financer la création. Et la fin des magazines, ça a commencé sans doute, je pense, un des premiers journaux qui est disparu, c'est Tintin en 88. Puis il y a eu Métal Hurlant, peut-être à peu près au même moment. 7 ans plus tard, à suivre chez Casterman. Et à suivre chez Casterman, on le sait maintenant, grâce à des études et grâce aux archives qui ont pu être mises à jour,
notamment par Florian Moine, à suivre, était un journal qui a été publié à perte pendant probablement plus d'une quinzaine d'années. Je parle du journal, pas des bandes dessinées qui paraissaient ensuite sous forme de livres. Donc il a fallu trouver un nouveau modèle économique, et ça a passé aussi par des profonds changements de perception de ce qu'était la bande dessinée, disons, grand public. Moi, j'ai souvenir, lorsque j'étais à Angoulême, au directeur artistique du Festival Angoulême, d'un éditeur qui par ailleurs est brillant, hein, mais qui siégeait au SNE et qui m'avait dit au moment où Riyad Sattouf était prix du meilleur album, c'est une honte, c'est un auteur underground qui ne vendra jamais. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il ne dirait pas tout à fait la même chose, mais à peu près à cette époque-là, on entendait aussi des éditeurs effectivement installés dire que Marjane Satrapi, ça ne se vendrait jamais, que la bande dessinée du réel, ça n'était pas la bande dessinée, etc., etc. Donc ça, je pense que ça a beaucoup changé, parce qu'on est dans des rapports marchands et qu'évidemment, ça constitue un public, que donc un éditeur est aussi un commerçant et qu'il doit tenir compte de ça. Mais je pense aussi que c'est lié à une évolution dans les équipes. Et ça, je pense qu'on peut le dire les uns et les autres. Quand Jean-Christophe Menu fait Plate-Bande, je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit tout à fait juste sur le fait que dans les maisons d'édition, et c'est encore plus le cas, je crois, maintenant, les gens qui sont éditeurs, c'est-à-dire qui s'occupent du suivi, pas seulement les directeurs généraux, pas seulement les directeurs éditoriaux, mais les gens qui s'occupent des livres au jour le jour, sont tous des passionnés, qui, eux, sont des salariés, et qui donc ne sont pas payés forcément extrêmement bien. Et aujourd'hui, que ce soit chez les très grands éditeurs, que ce soit chez Glénat, je pense à Franck Marguin, que ce soit chez Delcourt, que ce soit chez Dupuis, que ce soit chez Le Lombard, que ce soit, je ne vais pas citer tous les éditeurs, dits gros éditeurs, je ne connais que des gens passionnés. Je ne connais que des gens qui sont profondément animés par la passion de la bande dessinée. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opposition qui était un petit peu, disons, une espèce de clivage entre une bande dessinée vertueuse, qui serait la bande dessinée indépendante, et puis une bande dessinée commerciale, qui serait forcément intéressée, vénale, etc., me paraît pas tout à fait juste par rapport aux gens qui travaillent dans les maisons d'édition. Bon, c'est un petit peu long, tout ce que je viens de dire, mais je crois qu'il y a une vraie évolution et qui est dans un sens très positif. Alors, je vais passer la parole maintenant à Christelle Hollands, qui a une expérience double, et cette expérience me semble très intéressante parce qu'elle reflète un peu les deux grandes parties du marché de la bande dessinée aujourd'hui, l'achat de droits d'un côté avec le manga dont on a vu l'expansion extraordinaire, et d'un autre côté la bande dessinée de création, dans un contexte qui est celui d'après les revues et donc d'un travail peut-être différent avec les auteurs et autrices que celui de la fin du XXe siècle. Bonjour. Oui, alors ça, c'est effectivement deux métiers, Xavier en parlait aussi, deux métiers très différents finalement. Certains en donnent d'ailleurs un nom différent aux éditeurs de création et aux éditeurs acheteurs de droits, puisque dans un cas, effectivement, on est négociateur et on est presque businessman, puisqu'on va acheter des droits chez des éditeurs étrangers où la concurrence est extrêmement forte, avec la difficulté, comme le disait Xavier en introduction, que nous sommes du coup locataires et donc assez peu libres de nos façons de travailler, puisque ce sont des droits qu'on obtient pour X années renouvelables et on peut perdre des grands auteurs comme ça du jour au lendemain et donc en arrêter la commercialisation. C'est une évolution, si je parle de ce côté-là, puisqu'on parle du futur de la BD, de l'évolution de la BD sur ces dernières années qui se complique avec le temps, puisque la BD ne connaît pas la crise, visiblement c'est bien rentré dans le crâne de tout le monde, et donc aujourd'hui, quand on a commencé, on était 3 éditeurs de manga, aujourd'hui on est une 50aine sur le même territoire à faire du manga, et donc forcément ça fait évoluer le métier d'autant, puisqu'il faut être de plus en plus spécialisé, de plus en plus expert et de plus en plus riche pour mettre de l'argent sur la table pour obtenir des droits et garder cette possibilité de faire découvrir cette bande dessinée venue d'ailleurs, puisque
dès le démarrage, c'était la volonté, en tout cas, comme le disait Benoît, des éditeurs de manga depuis le début, sont des éditeurs tous très très passionnés et qui avaient cette volonté de faire découvrir cette bande dessinée venue d'ailleurs. Et c'est aussi les succès qui nous permettent de faire découvrir évidemment une multitude d'autres auteurs plus niches, moins commerciales, et de faire découvrir toute l'ampleur de ce qu'est le manga. En création, oui, en création, c'est un tout autre métier puisqu'il s'agit évidemment de faire, d'accompagner un auteur dans sa création, de faire accoucher. Le mot n'est pas très joli, mais de faire accoucher un auteur et de l'accompagner dans sa création. Moi, je n'ai pas vu d'évolution majeure dans le travail de l'éditeur et de l'auteur sur les dernières années, si ce n'est effectivement le constat fait en introduction par Xavier, qui est que bizarrement aujourd'hui il est de moins en moins difficile de se faire éditer, mais il est de plus en plus compliqué de vivre bien de ce travail, et le constat fait par les états généraux de la bande dessinée le montre de manière assez flagrante. Qui aujourd'hui, et c'est un vrai problème puisqu'on accompagne des auteurs au quotidien, d'arriver à ce qu'ils vivent bien de leur plume, et donc et forcément d'avoir ce travail, et même si on ne peut pas parler de soi, c'est le choix qu'on a fait quand même au Lombard, qui était de justement diminuer le nombre de nouveautés qu'on faisait par an pour pouvoir mieux accompagner les séries dans l'idée de mieux les vendre, et donc au final d'avoir des auteurs qui vivent mieux de leur art. Et est-ce que c'est une démarche qui a été entreprise assez récemment? Est-ce que ça a l'air de donner des résultats? Parce que certains disent que finalement, quand un éditeur réduit sa production, un autre s'empare immédiatement de ce segment et de la place sur les tables et dans les rayonnages. Ou est-ce que vous avez constaté que vous parveniez à mieux défendre ces albums et que leurs résultats, par exemple pour des premiers albums, étaient meilleurs? Pour l'instant, alors je sais pas vous donner de chiffres, mais oui, on a l'impression que oui, parce qu'on a eu la chance chez nous de proposer pas mal de primo-auteurs, dont c'était la première série, soit les deux scénaristes et dessinateurs, soit l'un des membres des duos. Et il s'avère qu'on a pu, oui, on a reçu quelques prix, on a fait des ventes un peu au-dessus de nos espoirs sur même des romans graphiques. Et donc, oui, moi j'y tiens assez fort à cette politique-là, et je tiens à continuer à rester sur un nombre, alors certes quand même important, parce qu'on est un éditeur qui se place dans le top 10, et effectivement on fait partie d'un grand groupe, mais ce n'est pas sale. Donc on fait effectivement oui, je crois vraiment qu'on y arrive, parce qu'on prend le temps, parce qu'avec la même équipe, on peut accompagner en fait tous nos livres, et non pas faire un choix en priorisant un livre à l'autre sous prétexte qu'il a plus de potentiel commercial qu'un autre. Alors, Serge, je pense que, évidemment, tu ne peux pas parler au nom de tous les éditeurs indépendants, mais situer peut-être rapidement l'histoire de la maison. Quand est-elle apparue? Comment a-t-elle survécu dans les années noires? Bref, qu'est-ce qu'être un éditeur indépendant, un éditeur alternatif par beau temps et par mauvais temps? Comment se construit spécifiquement la relation avec les livres et les auteurs? En 5 minutes? Oui, oui. D'accord. Juste pour resituer rapidement, Sayla, c'est une maison d'édition qui existe depuis 18 ans. On publie 12 titres chaque année, et on est une toute petite structure de 4 personnes. On n'a pas nos propres bureaux, d'ailleurs, on partage ceux d'une autre maison d'édition indépendante, l'Association, dans le nord de Paris. Et en 18 ans, on a publié 200 titres. On vient de fêter l'apparition du 200e titre en juin. Donc on coche un peu toutes les cases, ce que c'est que l'édition indépendante. Néanmoins, et là je vais parler de façon plus générale, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est très difficile de caractériser ce que c'est que l'indépendance dans l'écosystème très compliqué et très diversifié qu'est celui de la bande dessinée, puisqu'après tout, une maison d'édition comme Glénat, c'est une maison d'édition indépendante, le capital appartient à ma connaissance intégralement à Jacques Glénat ou à sa famille, mais c'est une société qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui publie, je pense, 300-400 titres par an. Et à côté de ça, une maison d'édition indépendante comme Adverse est une micro-maison d'édition qui fait uniquement des bandes dessinées en tirage très limité, fabriquées à la main par son éditeur, qui se salarie
bon an, mal an, peut-être un demi-salaire ou un demi-SMIC par mois. Donc on voit qu'il y a une difficulté de définir cette indépendance que moi je caractériserais, et d'ailleurs qu'on est beaucoup à... On s'autodéfinit plutôt comme étant dans l'altérité et dans l'alternativité. Et effectivement, le terme qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises, éditeur alternatif, est sûrement le plus simple et le caractérisant pour déterminer ce que c'est que l'édition alternative par rapport à celle des grands groupes qui existent dans notre écosystème. Il ne s'agit pas effectivement de dire que certains ont des pratiques sales ou moins vertueuses que d'autres, mais il y a quand même différents écosystèmes. Enfin, au sein de cet écosystème, il y a plein de modèles qui coexistent et qui sont très différents les uns des autres. Il y a cette alternativité, elle s'est caractérisée par des changements sur le fond et la forme des bandes dessinées. Ça a été bien expliqué par Xavier tout à l'heure. Il y a aussi des critères un peu objectifs qu'on est beaucoup à utiliser, notamment le fait d'être seul au capital de sa maison d'édition, de ne pas détenir des parts dans une autre maison d'édition, le fait d'avoir un nombre de parutions limité dans l'année. Par exemple, au sein du SA, le syndicat des éditeurs alternatifs, on estime que si on publie plus de 40 titres dans l'année, on ne peut pas être éligible au sein du syndicat. Il y a une forme en fait d'artisanat qui est revendiquée par rapport à une façon plus, comment dire, quantitative, industrielle. Certains disent industrielle, c'est peut-être pas le bon mot, mais un groupe comme le groupe Delcourt qui publie plus de 600 titres ou environ 600 titres par an, ça représente environ 2 titres par jour. On voit bien que c'est pas la même façon de publier que les livres que des petites maisons indépendantes. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui est caractéristique chez les éditeurs indépendants, c'est pas de chercher le développement à tout crin. On n'est pas dans une logique de développement, de quasi-totalité d'entre nous. Plutôt l'idée c'est de faire les livres qu'on a envie de faire de la meilleure façon et d'arriver à perdurer et à préserver notre économie et la viabilité de nos structures sans vouloir forcément développer ou accroître notre chiffre d'affaires ou notre activité. Et un dernier point aussi qui est intéressant dans cette caractérisation, c'est le rapport aux auteurs. Il y a beaucoup d'éditeurs alternatifs qui sont des collectifs d'auteurs et d'autrices, qui sont eux-mêmes auteurs ou autrices, pas tous évidemment, mais c'est quand même une part significative des maisons d'édition alternatives, et ça engendre évidemment des relations un peu différentes dans l'approche qu'on peut avoir avec les auteurs. Alors vous allez me dire, il y a toujours eu des éditeurs alternatifs depuis que la bande dessinée existe, que ce soit sous forme de magazines en kiosque ou de livres en librairie. Dans les années 60-70, il y en avait des très très importants, les éditions du Square, les éditions... Eric Losfeld a publié énormément de romans graphiques très importants, les Emmanuel associés, Futuropolis, mais ça restait un nombre relativement restreint, ce qui est pour le coup relativement récent depuis une vingtaine d'années. C'est une explosion du nombre de maisons d'édition, notamment de maisons d'édition alternatives, qui a été notamment permise par les évolutions techniques dont Xavier a brièvement parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la baisse, l'effondrement des coûts de fabrication d'une bande dessinée, la simplification aussi de l'organisation du travail pour faire ces bandes dessinées, c'est-à-dire que toute la chaîne est numérique maintenant, qu'on envoie un livre à l'impression, toute la fin de la fabrication, de la préparation des fichiers se fait à l'ordinateur. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins d'intervenants qu'il y a encore une trentaine d'années. Ça a permis à beaucoup de petites structures de se monter, à faire la bande dessinée, même en couleur, en cartonné, avec des petits tirages, ce qui avant était inconcevable. On peut maintenant publier des livres à 1000 ou 1500 exemplaires, tout en gardant un coût de fabrication raisonnable et donc un prix de vente raisonnable. Ça, c'est relativement nouveau et ça a favorisé cette explosion du nombre d'éditeurs indépendants. Il y a aussi le fait, il ne faut pas se cacher, qu'il y a toute une partie du travail qui a été déportée sur les auteurs et les autrices. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'auteurs et d'autrices maintenant qui scannent eux-mêmes, qui font la mise en couleur, qui font le nettoyage des planches. Avant, c'était des tâches qui étaient souvent faites par d'autres personnes, qui étaient salariées par des maisons d'édition. Donc il y a cette évolution de la répartition du travail a évidemment simplifié la vie et a permis à des petites structures de se faire, mais aux dépens des auteurs et des autrices qui se retrouvent avec une charge de travail plus importante. Et parallèlement à ça, il y a les éditeurs généralistes qui ont tous, pour ainsi dire, créé leur maison d'édition, leur label, leur collection. Je pense que maintenant, il n'y a plus un seul éditeur généraliste qui ne fait pas au moins une bande dessinée dans l'année.
Donc tout ça fait qu'on se retrouve l'année dernière avec plus de 6000 titres publiés dans l'année et au moins 400 maisons d'édition qui ont fait au moins une bande dessinée dans l'année. On ne sait pas exactement, c'est vrai que le fait que le rapport Ratier n'existe plus, c'est un problème à cet égard. On ne sait plus exactement combien de maisons d'édition qui font de la bande dessinée, que ce soit des éditeurs spécialisés en bande dessinée ou des éditeurs généralistes. Toujours est-il qu'il y en a énormément et plusieurs centaines, et c'est vers là que je voulais conclure sur ça, comment est-ce qu'on fait maintenant quand une maison d'édition indépendante pour exister, pour avoir de la visibilité, cette profusion de nombre de parutions, c'est certes une richesse. Je pense que c'est très intéressant qu'il y a beaucoup plus de très bons titres et de très bandes dessinées que quand j'étais adolescent où je pouvais tout lire. Il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes et d'autres un peu moins. Alors évidemment, dans les 6000 titres, tout n'est pas génial, mais il y a une profusion de genres et de bons titres qui est assez hallucinante. Mais comment est-ce que nous on fait, petit éditeur, petite maison d'édition, n'ayant pas les moyens en termes de marketing, en termes de communication, en termes d'investissement pour permettre à nos livres d'exister? C'est vraiment c'est des questions qui sont très importantes parce qu'il faut à tout prix préserver cette singularité de l'édition indépendante qui permet de faire découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, de faire découvrir des champs de la bande dessinée qui sont plus expérimentaux, plus compliqués. Dans la première intervention qu'il y a eu sur la bande dessinée poétique, il y avait énormément de bandes dessinées qui étaient publiées par le Amok, le Fréon, Frémoc maintenant, aucun de grosses maisons d'édition ne ferait ce type de bande dessinée. Ils sont toujours précurseurs à cet égard. Serge, je vais te couper pour que la parole circule le plus possible. Je voudrais qu'on se concentre peut-être sur les défis les plus contemporains que vous ressentez chacun, et j'entends contemporain dans plusieurs sens. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire dans une période où il y a beaucoup de reprises de héros et qui parfois sont extrêmement visibles? Qu'est-ce que ça veut dire d'être pleinement contemporain aujourd'hui, c'est-à-dire de s'adresser véritablement au public des années 2020 et des différentes générations? Et puis, qu'est-ce que vous concevez chacun dans votre maison comme l'enjeu prioritaire sur lequel il faudrait se focaliser pour que la bande dessinée se porte bien dans 5 ou 10 ans? Benoît, je te laisse commencer. La priorité, ce serait de continuer à trouver de jeunes lecteurs. Et pour ça, il faut aussi avoir des projets qui s'adressent à des jeunes lecteurs. Et je parle pour le coup pour Casterman, on reçoit assez peu de projets d'auteurs qui s'adressent à la jeunesse. Aujourd'hui, la plupart des auteurs qui nous envoient des projets sont plutôt des livres sérieux, des livres adultes. Alors c'est peut-être l'Image de la Maison qui publie des romans, romans en bande dessinée depuis les années 70, mais je pense aussi que c'est une preuve que beaucoup d'auteurs ne pensent plus forcément à s'adresser aux jeunes. Alors c'est vrai qu'il y a moins de supports de publication périodiques et que ça peut être une des raisons. C'est peut-être moins valorisant aussi d'un point de vue reconnaissance. On est moins primé, on est moins peut-être chroniqué dans les radios, les télés, les journaux quand on s'adresse aux enfants, mais c'est un des enjeux. Et il me semble que le succès du manga prouve que le jeune lecteur, les jeunes lectrices, il faut aussi parler des lectrices, s'intéressent toujours à cette forme qu'on l'appelle manga ou bande dessinée. Ça reste du dessin qui raconte des histoires, donc il y a sans doute des choses à faire. Alors chez Casterman, pardon de parler, on a lancé une série qui s'appelait Last Man il y a maintenant 10 ans, qui était une forme de manga à la française, qui a rencontré un certain succès, qui a été adapté en série animée, qui a été traduit en plusieurs langues, y compris chez Image aux États-Unis, même en Corée et au Japon. Mais on n'a pas tant reçu de projets de cet ordre-là. Donc c'est un peu un appel à projet, puisque je sais que c'est aussi en vidéo que vous pouvez suivre cette conférence. Donc moi, ça c'est un enjeu, et je dirais pour le moment, on parlait de rapport marchand, là il y a une demande de l'éditeur qui n'est pas forcément toujours suivie de propositions d'auteurs.
Et puis pour le reste, c'est de rester contemporain. Et rester contemporain, ça voudrait aussi sans doute dire témoigner du monde d'aujourd'hui, pas seulement à travers des bandes dessinées du réel, mais aussi à travers des fictions, ce que le manga fait encore une fois très très bien. Et ça veut dire aussi peut-être être plus représentatif des diversités de la société actuelle. Or, je constate également, et souvent on en discute avec les auteurs qui pour certains, en tiennent compte, que la bande dessinée francophone est très blanche, très hétérosexuelle, et qu'il y a peu de diversité. Alors, il ne s'agit pas de faire des quotas, il s'agit juste de se poser des questions, de savoir à qui on parle et comment on le fait. Donc ça aussi, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu qui ne peut pas être commandé. C'est une vraie discussion, parce que aussi un des troisièmes enjeux pour moi, c'est de continuer à trouver des artistes très forts, qui ont une voix singulière, qui disent des choses que personne d'autre qu'eux ou elles ne pourrait dire. Et ça, c'est le défi quotidien. Et heureusement, on reçoit beaucoup de très 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 bonnes choses, et des jeunes auteurs et des jeunes autrices émergents et émergentes arrivent tous les jours. Alors, Christelle, de ton côté, donc surtout dans le volet création, comment vois-tu ces enjeux contemporains? Où te projetterais-tu dans 5 ou 10 ans? Quels infléchissements souhaiterais-tu apporter à une politique éditoriale? Alors moi, pour ne pas répéter, parce que je rejoins assez bien Benoît sur ces enjeux-là, je vais y arriver. Moi, il y a un autre enjeu qui me pose plus question, c'est à la fois le fait qu'on parle souvent justement manga, bande dessinée, et en franco-belge, outre la recherche de talents qui ont vraiment quelque chose de dire particulier, qui ne soit pas de la répétition, qui ne soit pas de la reprise d'œuvres existantes pour la perpétuer, etc., qui est un vrai enjeu pour nous, c'est cette recherche de talents et d'auteurs qui ont des choses à dire. Il y a aussi le fait, étant sur les deux domaines, qui m'intrigue et m'inquiète un peu, c'est que finalement la bande dessinée franco-belge reste assez confinée aux frontières européennes. Alors qu'aujourd'hui, on est face à des acteurs mondiaux qui arrivent sur notre terrain, notamment via le digital, qui travaillent directement depuis la Corée avec le webtoon, ou aujourd'hui avec le manga digital et plateforme, à côté du Scantrad qu'on connaît depuis plus de 20 ans maintenant. C'est que moi, ça me pose question en fait sur notre façon de raconter les histoires aussi. Pourquoi le manga semble universel et parle à des enfants de tous les pays, là où justement la bande dessinée franco-belge finalement s'exporte assez mal, assez peu. Et ça, c'est pour moi un sujet de réflexion. Comment racontent-ils leurs histoires? Comment font-ils pour que voilà, ça parle au monde entier? Et ça, c'est un enjeu important qui rejoint cette recherche de talent et de manière de raconter les histoires. Et il y en a un autre, pour ne pas prendre trop de temps, qui est donc ces acteurs mondiaux qui arrivent sur notre terrain. Jusque-là, la France, notamment, était un peu une exception culturelle française. On a des énormes succès, par exemple, en manga, puisque forcément, en franco-belge, ils sont d'abord de chez nous, et donc les succès se font d'abord chez nous. Mais en manga, on avait même des exceptions culturelles. Benoît peut en parler, puisque Benoît était l'éditeur, notamment, de Taniguchi en France. On n'a fait que le suivre, nous, sur ce terrain. Et Taniguchi, par exemple, est un auteur de manga qui n'avait que très peu de succès dans son pays et qui a été un gros succès. Il vendait beaucoup plus en France. Et on a d'autres exemples comme cela. Et j'ai l'impression qu'avec ces acteurs mondiaux qui arrivent sur notre terrain, directement sur notre terrain, pour travailler directement pour les lecteurs francophones, on risque cette perte d'exception. Donc comment on garde cette exception culturelle? Comment on continue à faire grandir nos auteurs et pas uniquement, même si on ne va pas devenir des acteurs monde, mais comment fait-on pour se tourner un peu plus sans doute vers l'international, pour faire fleurir et clore cette façon de parler, de penser franco-belge pour la bande dessinée? Serge, donc les défis voilà, par rapport aux livres à publier, peut-être par rapport aussi au contact avec les libraires, la situation des indépendants est un peu spécifique. Ouais, je pense que, du coup, pour moi, les enjeux sont complètement différents. J'ai plutôt l'impression
pas avoir de problème pour trouver des bons livres ou des bons auteurs, des bons autrices, de plutôt être d'en voir trop que pas assez. Ce qui est normal aussi parce qu'on publie très peu de titres chaque année, mais pour moi, les enjeux pour l'édition indépendante, et ça et là en particulier, c'est plutôt de comment est-ce qu'on peut accompagner nos auteurs et nos autrices pour mettre en place des pratiques vertueuses, pour leur permettre de pallier à la précarité qui est la leur. Nous, on n'a pas les moyens des grosses maisons d'édition, donc c'est vraiment très très important pour les petites structures d'essayer d'appuyer les auteurs et les autrices pour les accompagner, pour mettre en place ces pratiques de rémunération dans les dédicaces, rémunération dans les festivals, dans les interventions, le contrat d'auteur dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire un contrat qui peut être cassé au bout de 10 ans, d'essayer de tout faire pour que ils puissent mieux s'en sortir, de faire des royalties plus importantes que ce qui se fait traditionnellement dans la bande dessinée. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on se doit de réfléchir, nous, pour mieux les accompagner, parce qu'évidemment qu'on ne peut pas publier de livres sans eux. Et l'autre point, effectivement, qui est très, très important pour les éditeurs indépendants, c'est comment renforcer le lien avec la librairie, et singulièrement la librairie indépendante, qui est le lieu où on trouve nos livres. Ce sont les libraires indépendants qui mettent en avant l'édition indépendante, qui mettent en avant la bande dessinée dans toute sa diversité. C'est pas les sites internet, c'est pas les grands réseaux, c'est pas les grandes chaînes. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, et cette relation-là qu'il faut continuer à étoffer. Et ça fait quelques années que ça a commencé. Que ce soit les grosses maisons d'édition, les groupes, les petits éditeurs indépendants, mais c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qui est très certainement des enjeux des années à venir. Une chose qui m'apparaît et qui va faire la transition peut-être avec la table ronde suivante, c'est que la relation auteur-éditeur s'est profondément modifiée ces dernières années. Bon, il y a eu une époque où la plupart des auteurs étaient liés à un magazine, une revue, et la maison d'édition apparaissait comme son prolongement naturel, et des carrières d'auteurs se construisaient dans une forme de continuité avec un éditeur. On voyait ainsi des auteurs qui avaient été confidentiels et puis qui petit à petit, après 3, 5, 10 albums, voyaient le public les rejoindre, et ce public s'intéressait non seulement à leurs nouveautés, mais à leurs ouvrages anciens. La situation récente, donc la disparition des revues, déjà évoquée par Xavier Guilbert, et d'autres mutations du marché, ont créé un rapport extrêmement volatile entre auteur et éditeur. Quelquefois, un auteur achevant un livre se soucie de signer très rapidement un autre contrat, et souvent il le fait chez un autre éditeur parce qu'il ne peut pas se permettre d'attendre quelques mois entre deux livres. Et donc on va avoir des parcours, alors parfois d'auteurs prolifiques qui peuvent avoir de nombreuses publications chez plusieurs éditeurs, mais parfois des auteurs plus lents. On peut penser notamment aux auteurs de style réaliste. Comment voir finalement l'établissement peut-être de nouvelles continuités, de nouvelles constructions de carrière dans un marché qui est beaucoup plus difficile qu'autrefois, puisque l'auteur débutant, et parfois même l'auteur déjà confirmé par la critique, ne vit essentiellement que de l'avance sur son nouvel album. Voilà, donc comment construire des parcours d'auteurs dans une nouvelle période, et peut-être sur un modèle différent de celui qu'on a connu à l'époque des revues. C'est une très vaste question, mais je pense que ça passe par un dialogue. Mais en même temps, il y a une chose aussi importante à dire, c'est qu'il n'y a pas de monopole. Donc un auteur, effectivement, peut aller voir un autre éditeur, parce que ce qu'il faut quand même conserver de notre côté, c'est le désir et l'envie d'éditer des livres. Et signer un livre auquel on ne croit pas, ce n'est pas rendre service à l'auteur. Même si ça lui permettra provisoirement de payer son loyer. Moi, je l'ai vu parfois, même de discuter avec un auteur qui propose un projet et lui dire « je ne le sens pas » ou quelqu'un de l'équipe dire « on ne le sent pas ». L'auteur fait exactement le même projet ailleurs qui ne marche pas, donc n'a pas écouté son éditeur et ne s'est pas posé la question de savoir si mon éditeur me dit non, c'est peut-être que mon projet n'est pas tout à fait abouti. Je pense aussi que cette cavale est dangereuse. Alors,
Les solutions à ça, elles sont complexes, mais elles ne sont pas que du côté de l'éditeur. C'est-à-dire que quand je parlais de rapport marchand, quand on va au Prado, quand on va au Louvre, on voit des tableaux qui correspondent à des commandes. Ce ne sont pas des tableaux de pur esprit. Je ne pense pas que Velázquez ou Goya avaient une passion pour les familles royales. Je crois que ça s'est trouvé comme ça. Donc c'est pas sale non plus, par moment, de penser qu'on fait des choses par rapport à un lectorat. Un metteur en scène de théâtre qui ferait des pièces sans se soucier de savoir du tout du public, de savoir ce qu'il va y avoir du monde ou pas, un chanteur ou une chanteuse qui ferait des concerts sans se demander qu'est-ce que je pourrais quand même faire pour qu'il y ait un peu de monde ce soir, je crois qu'il ne se pose pas toutes les bonnes questions. Donc il y a des responsabilités de l'éditeur, c'est un fait, et donc nous, notre responsabilité, c'est de bien payer les projets auxquels on croit, et on s'efforce de le faire. En étant aussi juste par rapport à ce qu'on espère sur les ventes, parce que le système d'avaloir qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, est évalué en fonction des espérances de vente. Et bien souvent, ces espérances de vente, malheureusement, ne sont pas atteintes, et donc l'éditeur publie à perte. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais on a des succès qui permettent de financer cette création, et c'est ça qu'il faut garder. Donc nous, notre souci, c'est de pouvoir continuer à financer la création tout en ayant évidemment assez de succès avec d'autres choses qui n'ont pas de succès, mais il faut aussi que les auteurs fassent une partie du chemin. C'est-à-dire que quand on parle d'un âge d'or de la bande dessinée des années 50 ou 60, un auteur comme Albert Uderzo, il ne faisait pas une planche par mois. Hein. Il faisait parfois 3-4 planches par mois, des couvertures. Hergé, dans les années 30, au moment où il n'est pas encore auteur de best-seller, il fait 2 planches de Tintin, 2 planches de Quick et Flute, 2 planches de Joe Z par semaine, plus des couvertures. Donc il pense, et il a créé ce style que nous connaissons bien, qui est la ligne claire, pour aller vite, pour pouvoir dessiner plus vite et raconter plus vite, et pour pouvoir vivre de ce qu'il fait. Donc s'adapter aussi à un public et à un marché, c'est pas forcément une mauvaise chose. La preuve avec Hergé. Je peux peut-être un peu réagir parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur marchand, mais aussi un secteur culturel. Donc, il y a des auteurs et des autrices qui ont des projets, sans effectivement parfois se poser la question de combien de personnes ça peut intéresser. Mais tant qu'il y a des éditeurs qui sont prêts à publier des livres sans se poser la question de savoir combien de personnes ça peut intéresser, c'est pas forcément. Je suis d'accord, Serge, on le fait. Problème. Simplement, quand on fait des projets qui sont même pas artistiques et même pas commerciaux, oui. Et c'est quand même assez fréquent chez pas mal d'éditeurs. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas bien sûr, je ne vais pas citer de nom. Là, il faut se poser la question. C'est-à-dire, si un livre ne se vend pas, ça n'est pas seulement parce que l'éditeur n'a pas fait son travail. Oui, mais du coup, le je ne parlais pas de la bande dessinée de création. Il peut y avoir des très bons livres, objectivement, pour autant qu'on puisse qualifier objectivement de création, qui vont pas trouver leur lecteur, qui vont se vendre à 500 exemplaires. Et là où je voulais en venir, c'est que l'éditeur de Munoz qui n'a jamais vendu plus de 5000 exemplaires, et c'est pourtant un des plus grands auteurs au monde, et il n'y a aucun souci à financer cette création-là, bien sûr. Alors que ça peut être la maison d'édition, et c'est là où je voulais en venir, comme on est dans un secteur culturel, les institutions publiques ont un rôle à jouer, le font déjà parfois très bien. Le Centre national du livre aide les auditeurs, les libraires, les auteurs et les autrices, les régions, mais il faut que ça se renforce par le biais des résidences, par le biais d'aide directe aux auteurs et aux autrices. C'est des leviers qui sont très importants dans le champ de la bande dessinée de création, notamment indépendante, alternative ou expérimentale, qui est parfois aussi publiée par des gros éditeurs, puisqu'il y a aussi effectivement des gros éditeurs qui font des bandes dessinées compliquées et difficiles parfois. Et il y a sûrement un rôle à jouer par les pouvoirs publics de ce point de vue-là. Pardon, voilà le micro. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a perdu avec les magazines et qu'on a encore, qu'on observe de loin avec le manga, qui sont issus de magazines, qui existent toujours, même si aujourd'hui ils sont pour la plupart digitaux et sont passés presque à 80% au digital, c'est que ça donne un rythme de travail qu'on n'a plus du tout évidemment sans ce magazine, puisqu'il y a cette obligation de rendre 1 page, 2 pages, 3 pages par semaine. Alors si on regarde ce que font les auteurs japonais, on se dit qu'on est dans un modèle industriel, parce que c'est vraiment ça, et que quand je montre un planning d'un mangaka à un auteur de bande dessinée,
En gros, il me dit ça, jamais de la vie. Forcément, ils n'ont pas de vie, ces mangaka, mais effectivement, ils ont ce modèle industriel, hein, puisqu'il y a ce rythme, ce planning. Ils sont d'ailleurs très perdus. Quand j'ai pu éditer Monsieur Taniguchi, il est très perdu parce qu'il n'avait pas ce rythme justement que je ne savais pas lui donner puisque je n'avais pas de magazine. Ça donne ce processus industriel qu'on a perdu. Hein. D'ailleurs, c'est une grosse différence entre le manga et la bande dessinée, c'est que la bande dessinée est considérée comme un art, là où le manga, aucun mangaka ne se considère comme artiste. Il se considère comme employé d'une maison d'édition et voilà, il suit ce rythme et du coup il réfléchit aussi tout son travail par rapport à ce magazine dans lequel il est publié, qui est une cible très précise, puisqu'ils ont des segments extrêmement précis de public. Hein. C'est du 6 à 8 garçons qui aiment le sport, 8 à 12 filles qui aiment les princesses. Bref, on a des cibles extrêmement précises et l'auteur travaille dans ce but-là pour une cible définie. Est-ce que c'est pour ça que ils arrivent à toucher plus fortement leur cible? Je n'en sais rien. Là où en bande dessinée, c'est un art, c'est un artiste, on accompagne un auteur dans son travail de création et après, nous, en tant qu'éditeurs, on est là pour faire éclore et faire connaître son ouvrage au maximum de personnes et donc de toucher le public pour lequel, a priori, l'auteur n'a pas du tout réfléchi au moment de sa création. Et pourquoi je me suis embarquée là-dedans, je ne sais pas. Alors, je vais poser, puisqu'on approche du moment de la conclusion de cette première table ronde de l'après-midi, une question à laquelle vous allez répondre en quelques mots. On peut se réjouir tous de la richesse de l'offre en bande dessinée. Le nombre d'albums remarquables qui paraissent chaque année nous laisse tous un peu perdus. Il y a plus de bons livres qu'on ne peut en lire, même en étant professionnel. Les médias ne nous aident pas toujours d'ailleurs à les faire émerger, à les repérer. Mais est-ce que vous diriez qu'à côté de cette floraison, il y a surproduction ? Est-ce que ce mot de surproduction vous semble correspondre à un des périls de la bande dessinée et de l'édition de bande dessinée aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut simplement se réjouir de l'ampleur de l'offre et y voir plutôt une situation saine, même s'il faut à l'intérieur de cela y faire son chemin? Donc vraiment très, très brièvement, chacun votre avis là-dessus. Situation saine, je pense pas. Enfin, je pense que c'est intéressant à plein d'égards et qu'il y a énormément ça implique et ça génère beaucoup de problèmes par ailleurs. Les ventes moyennes qui s'effondrent, la médiane des ventes qui est encore plus basse, donc les revenus des auteurs et des autrices qui décroissent. Mais il y a aussi cette profusion et je rebondis sur ce que tu disais au tout début. Effectivement, il y a 30 ans ou 40 ans, on pouvait tout lire, tout ce qui se publiait, et donc on était content, on était amateur de BD, on lisait quasiment toutes les BD de l'année. Maintenant, c'est impossible. Mais après tout, un grand amateur de romans, il ne va jamais lire tous les bons romans de l'année. C'est impossible. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un problème en soi. Oui, on ne parle pas de surproduction musicale, et pour autant, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de groupes de musique et d'offres musicales. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à lire. C'est vrai que le rôle des médiateurs, tu évoquais les médias, est important, mais il y a aussi les bibliothèques, il y a les libraires. Je pense que les uns et les autres, on doit aussi relayer notre enthousiasme pour nos lectures. Et j'ai quand même le sentiment que ça se fait et qu'il reste, selon la formule du Derzo, des succès qui se font de bouche de lecteur à oreille de lecteur. Voilà. Oui, et moi, ça fait 27 ans que je travaille dans la bande dessinée. Ça fait 27 ans que j'entends qu'il y a de la surproduction. Et je pense qu'on a fait au moins x10 en 25 ans en termes de sortie de nouveautés. Moi, je trouve que cette profusion est plutôt très intéressante. Maintenant, effectivement, on en revient à ce qu'a dit Xavier, juste en introduction avant nous. C'est oui, si les auteurs peuvent vivre de leur plume. Sinon, effectivement, on court à notre perte. Bien, et bien sûr, sur cette phrase forte, je conclus cette première table ronde et j'appelle Lou Huifang, Denis Bajram et Pierre Noccerino à nous rejoindre pour la table ronde suivante.